La nature reprend ses droits, l'eau à Venise est de plus en plus cristalline, on entend les oiseaux de plus en plus dans les rues. La crise que nous traversons nous donne l'impression que la situation a au moins un intérêt, c'est qu'elle est bonne pour le climat. Attention au jugement hâtif, c'est ce que l'on va voir avec notre invité ce soir. Bonsoir François Gemène. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes spécialiste en géopolitique de l'environnement, vous êtes également un membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Les rejets de CO2 sont en baisse de 30%, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport rendu public aujourd'hui même par le Haut Conseil pour le climat. Alors François Gemène, est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce que finalement se dire que l'air est plus pur, c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle en trompe-l'œil en réalité. Et bien sûr, pour le moment, comme nous avons arrêté l'essentiel de nos activités économiques, il y a effectivement un effet qui se marque sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont en forte chute. Et donc paradoxalement, nous sommes pour la première fois dans les clous des objectifs de l'accord de Paris que nous n'avions pas été capables de respecter jusqu'ici. Mais le problème, c'est qu'une fois que nous serons sortis du confinement, eh bien, les émissions vont repartir à la hausse. Et puis, je crains aussi que à long terme, ça soit toute la coopération internationale de lutte contre le changement climatique qui ne soit menacée. Donc attention à ne pas se réjouir trop vite, c'est un effet en trompe-l'œil. Le climat a besoin de mesures que nous pourrons tenir dans le temps long et pas d'une année blanche. Oui, en même temps, on le constate tous dans les villes, la nature qui regagne du terrain. On a vu dans la ville de Boissy-Saint-Léger des daims se balader, on le disait, c'est vrai qu'on entend, et voilà, on les voit à l'écran, ces daims qui sont quand même en pleine rue, on entend les oiseaux qui pépient le matin, l'après-midi, on n'en était plus du tout habitué. Ça, c'est tangible, c'est une réalité. C'est évidemment une réalité et en quelque sorte, la vertu pédagogique de cette crise, c'est que nous faisons l'expérience en temps réel, devant nos yeux, de l'impact des activités humaines sur l'environnement et notamment sur la biodiversité. Mais nous ne l'aurons pas non plus sur les animaux qui sont dans les villes. Ils sont dans les villes parce qu'ils n'ont plus à manger et qu'ils cherchent à manger. Oui, vous dites la nature qui reprend ses droits, ça vous exaspère cette expression. Et vous dites même que ça peut être contre-productif de faire un lien finalement entre la situation actuelle et quelque chose de bon pour l'environnement. Je pense que ce type de discours naturaliste, un peu naïf, peut effectivement être contre-productif. D'une part parce que ça envoie l'idée que la maladie serait une sorte de malédiction que la Terre nous enverrait. Et je pense que c'est un message qui est choquant et inaudible pour la plupart des familles qui luttent face à la maladie et pour les personnels qui sont en première ligne. Et puis parce que sur le long terme, ça donne aux gens l'idée que finalement, pour lutter efficacement contre le changement climatique, il faudrait complètement mettre à l'arrêt nos activités, rester claquemurés chez soi. Et ça, je pense que c'est un signal assez terrible pour le futur de la lutte contre le changement climatique ou pour la protection de la biodiversité. Justement, si on compare avec la crise de 2008, là aussi, on avait eu des baisses d'émissions de CO2. Qu'est-ce qu'il s'était passé ensuite ? Ensuite, une fois qu'on était sorti de la crise économique et financière, donc en 2010, on a vu un effet de rebond très fort. Les émissions de gaz à effet de serre avaient augmenté de quasiment 6%. Ça veut dire qu'elles avaient rebondi à un niveau très supérieur à celui qu'elles avaient avant la crise. C'est ce qui risque de nous arriver là. Quels pourraient être justement ces effets rebonds? Concrètement, ça agirait en quoi sur nos comportements, par exemple? Bien sûr, il y aura de toute façon un effet rebond après la crise. C'est-à-dire qu'une fois que nous allons sortir du confinement, une fois que nous allons reprendre des activités économiques, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre vont repartir à la hausse. La grande question, c'est de savoir si le niveau qu'elles atteindront sera supérieur à celui qu'elles avaient avant. En quelque sorte, est-ce qu'on va essayer de rattraper massivement notre pollution? Ou alors, est-ce que ça sera à un niveau inférieur, ce qui voudrait dire que nous sommes entrés dans une récession profonde qui va durer plusieurs années? Pour le moment, ça peut encore basculer des deux côtés. Tout dépendra de la durée du confinement. Et pourquoi il y aurait un effet rebond? Ça serait les comportements des consommateurs qui se rueraient sur, je ne sais pas, dans leur voiture C'est ce qu'on appelle la pollution de rétention. C'est-à-dire que toute une série d'activités polluantes que vous n'avez pas exercées pendant le confinement, eh bien, quelque part, il va y avoir un effet de rattrapage une fois que vous en serez sorti. La grande incertitude, c'est quelle sera l'ampleur de cet effet de rattrapage. Il y a aussi, bien entendu, des émissions qui ne seront pas rattrapées. Tous les événements annulés, les vols qui n'ont pas eu lieu, ça, ce seront des émissions qui ne seront pas rattrapées. Une aide de 20 milliards d'euros pour soutenir les entreprises stratégiques a été validée par le gouvernement français. Certaines ONG dénoncent un chèque en blanc
pour les pollueurs. Quel est le lien? Ce n'est pas parce qu'on touche une aide qu'on va forcément polluer plus? Pas forcément, mais je dirais, moi ma crainte ici, c'est qu'on ne gâche l'opportunité de faire émerger une économie à bas carbone. Je dirais que un des avantages, quelque part, de cette remise à plat de l'économie, c'est que les gouvernements vont récupérer un instrument qu'ils se plaignaient depuis des années d'avoir perdu, c'est-à-dire un outil de planification de l'économie. Les gouvernements vont pouvoir reprendre la main sur l'économie qui leur échappait depuis assez longtemps. Et donc la question, c'est est-ce qu'ils vont utiliser cet instrument pour remettre une pièce dans la machine de l'économie d'avant, ou est-ce qu'ils vont au contraire l'utiliser pour imaginer une économie d'après qui serait une économie décarbonée, compatible avec les objectifs de l'accord de Paris? Et alors justement, qu'est-ce qui se prépare là en coulisses? Est-ce que y a des secteurs qui font du lobbying auprès du gouvernement justement pour retourner à cette fameuse économie, énergie d'avant dont vous parlez, ou c'est pas le cas? Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries qui sont aujourd'hui exsangues et qui ont beaucoup souffert de la crise et qui logiquement demandent des aides. Et il faudra bien entendu pouvoir les aider et pouvoir leur aider à reprendre une activité. Mais il y a aussi beaucoup d'industries, de lobbies et de gouvernements qui profitent de la crise pour essayer de s'affranchir de toute une série de règles environnementales qu'on avait patiemment construites au cours des dernières années. Aux États-Unis, par exemple, l'Agence fédérale de protection de l'environnement, c'est-à-dire l'équivalent du ministère de l'Environnement, a annoncé qu'elle renonçait à poursuivre toute violation environnementale jusqu'à la fin de la crise. Et donc, on voit quelque part que la crise a bon dos. Et moi, ma crainte, c'est pas tellement qu'on revienne au monde d'avant, c'est que ça nous ramène 15 ans, 20 ans en arrière, et ça serait une catastrophe. Ça pourrait être le cas, par exemple, pour les normes automobiles. On sait que le secteur, pour le coup, de la construction automobile n'est pas non plus en grande forme. Est-ce qu'eux font des demandes dans ce sens? Bien sûr. Les constructeurs automobiles auprès de la Commission européenne sont en train de demander qu'on abandonne les normes d'émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules. Il y a des gouvernements aujourd'hui qui demandent à la Commission européenne d'abandonner le Green New Deal, qui était l'ambitieux plan de relance climatique, qui était vraiment la mesure phare de la nouvelle Commission européenne. Aujourd'hui, des gouvernements comme la Tchéquie, la Pologne ou même la Belgique demandent à ce que ce plan soit abandonné, ce qui, à mon avis, serait une erreur tragique pour l'Union européenne. La baisse du prix du pétrole aujourd'hui, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'environnement? Je dirais que la baisse est tellement spectaculaire et quelque part tellement imprévue qu'il va falloir réécrire plusieurs livres d'économie. Et mon impression à ce stade, et bien malin qui pourra dire quels sont les effets de long terme de cela, c'est qu'on va avoir des effets un peu dans tous les sens, des effets géopolitiques dont vous allez parler dans un instant. Et puis c'est peut-être aussi l'opportunité de mettre en place un prix plancher pour le pétrole et de stabiliser un peu les cours, en quelque sorte de sortir le pétrole ou plus globalement l'énergie de la financiarisation des marchés qui aujourd'hui ne permet plus véritablement de contrôler ces ressources. On voit bien les effets de spéculation sur le marché qui empêchent véritablement des investissements à long terme dans l'économie décarbonée. Et donc là, il y a sans doute aussi une opportunité pour les gouvernements, à condition qu'ils soient capables de s'en saisir. Oui, justement, vous parlez d'opportunité. Si on voit le verre à moitié plein et qu'on se dit cette situation inédite, décision inédite, quelle recommandation principale justement pour utiliser cette situation et pour changer à grande échelle le climat? Je dirais que ma recommandation principale au gouvernement, ça serait véritablement d'utiliser cette crise pour reprendre la main sur l'économie et pour réorienter l'économie dans une direction compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Ça peut se faire potentiellement par une plus grande participation au capital de certaines entreprises, ça peut se faire par des mesures de régulation et surtout, je crois, par un plan de redéploiement d'une économie à bas carbone. En quelque sorte, il ne faut pas remettre une pièce dans la machine d'avant, mais il faut au contraire la déployer vers le futur. Eh bien, merci François Gemène d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste en géopolitique de l'environnement et membre bien sûr du GIEC. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient justement sur cette chute des cours du pétrole, une chute vertigineuse dont on vient de parler à l'instant. Alors, faut-il craindre des conséquences géopolitiques? Est-ce qu'on assiste aux prémices d'une guerre des prix destructrice? La réponse à ces questions tout de suite avec Caroline Roux. Bonne émission à vous.